Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Heure du Bilan, votre rendez-vous de réflexion, d'évaluation et de perspectives sur les secteurs clés de notre développement national. Ce soir, nous recevons Aboubacar Kamara, il est le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, pour faire le bilan de l'année 2025 de son département, mais aussi pour esquisser les grandes orientations pour l'année 2026. L'année qui s'achève a été marquée par des défis considérables dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et de la sécurité des approvisionnements en hydrocarbures. Parmi les sujets au cœur des préoccupations des Guinéens figure la mise en service de l'état d'avancement de l'usine de bouteilles de gaz à Kontra, un projet stratégique attendu pour renforcer l'autonomie énergétique et réduire les importations. La situation de la construction du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum après l'incendie qui a affecté durablement les capacités de stockage pour le pays. La question de la construction de nouveaux dépôts de produits pétroliers à l'intérieur du pays afin d'assurer une meilleure distribution régionale et réduire les ruptures d'approvisionnement dans ces localités. L'épineuse question de l'assainissement en Guinée entre plan, campagne et résultats mitigés et qui continue de peser des défis en matière de salubrité, de santé publique et de cadre de vie pour nos concitoyens, sans oublier d'autres enjeux essentiels tels que la sécurisation de l'accès à l'eau potable, la lutte contre les fuites et pertes dans les réseaux, la modernisation des infrastructures hydrauliques rurales et urbaines, ainsi que la promotion des énergies propres et durables. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Amara Kamara, bonsoir. Bonsoir Aboubacar Condé, bonsoir Monsieur le ministre. Alors, bonsoir. Vous êtes le ministre en charge de l'assainissement et de l'hydraulique. Comment se porte aujourd'hui ce département, Monsieur le ministre? Bon, comme je le disais à l'entame, avant de commencer cette intervention, je profite de l'occasion pour remercier le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Il faut le remercier. En même temps, le chef de l'État, qui nous a fait confiance depuis 4 ans. Mamadi Doumbouya. Tout à fait. Pour l'accompagner dans sa vision stratégique à faire de la Guinée un pays émergent. Aussi le Premier ministre qui nous a soutenus et qui a mené à bon point tout l'ensemble de la vision du chef de l'État que nous sommes censés mettre en œuvre. Amadou Riba. Amadou Riba. Il y a aussi mes collègues membres du gouvernement et mes collègues de service qui sont là sur le plateau en face de moi. Ils ont été d'un appui. D'un grand apport. Tout à fait. Mais aussi de vous, les médias, les partenaires techniques au développement, qui nous ont accompagnés dans l'ensemble de nos projets, et aussi le peuple de Guinée, qui a continué à nous faire confiance pour mener à bien la vision stratégique du chef de l'État. Concernant le département, il se porte à merveille. C'est un nouveau département qui est créé, qui a permis d'unifier un certain nombre de secteurs. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas, disons, des nouveaux en ce qui concerne l'ensemble des activités que nous menons. Déjà, c'était énergie, hydraulique, hydrocarbures. On a juste scindé en deux. On a mis l'énergie à part. Ensuite, l'eau, l'hydrocarbure et l'assainissement qui s'est rajouté. Donc, ça se porte à merveille et on continue à avancer. Vous continuez à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette scission? Est-ce que c'était fondé ou tout au moins c'était pas nécessaire? Bah si, c'était nécessaire. Vous savez, depuis une dizaine d'années, surtout la question de l'eau et de l'assainissement, les partenaires techniques de développement et les pays qui ont quand même essayé de trouver des solutions vis-à-vis de l'insalubrité, mais aussi de la question de l'eau, on se rend compte que il y a une unification du secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, les deux doivent aller de pair ou tout quoi? À fait. Les deux comment, monsieur le ministre? Comment? Vous n'allez pas nettoyer sans l'eau. C'est trop basique. Quand c'est sale, vous avez besoin d'enlever ce qui est sale et ensuite il faut de l'eau pour rendre propre. Donc les deux vont de pair. Même la question des eaux usées, nos caniveaux sont là. Vous les voyez aujourd'hui combien de fois les caniveaux sont bouchés. Ouais. Donc c'est une vision. C'est ça. Bon, c'est une vision stratégique et nous en sommes très reconnaissants. L'ensemble des parties prenantes, surtout les partenaires. Et ça permet aujourd'hui d'ailleurs de donner un nouveau souffle, une dynamique au secteur de l'assainissement, comme vous avez pu le constater depuis un certain temps sur le terrain. Monsieur le ministre, on a connu l'opération coup de balai, samedi d'assainissement, plusieurs autres campagnes. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci pour que
la capitale Conakry soit une ville propre? Bon, Qu'est-ce qui est en cours concrètement? vous savez, à chaque fois que nous mettons à nous des activités, Oui. c'est normal que les gens puissent trouver que anciennement cela a été fait, ça n'a pas donné de résultats. Mais cette fois-ci, la dynamique a changé. La nouvelle dynamique, il faut d'abord poser le diagnostic de ce que nous avons fait. Et le secteur de l'assainissement se trouve confronté à un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'était d'abord l'architecture institutionnelle qui a été réglée par le chef de l'État. La question structurelle? Non, l'architecture institutionnelle. D'accord. À la base, vous avez l'assainissement au MATD, vous l'aviez au NUAT, vous avez aussi à l'environnement. Donc, côté institutionnel, on a regroupé l'ensemble de l'assainissement sous la tutelle d'un département. Donc, on a résolu un premier problème. Et deuxièmement, il y avait la question d'élaboration du cadre juridique de l'assainissement. On n'en avait pas du tout. Donc, on évolue à tue-tête comme ça. Donc, depuis la scission, on a essayé d'apporter des solutions à cela et le document est déjà élaboré, il a été partagé avec l'ensemble des parties et validé. Et de l'autre côté, vous avez le deuxième problème, après l'aspect architecture institutionnelle du problème de l'assainissement, vous avez le mécanisme de financement. L'argent. L'argent. C'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on constate que c'est l'État. Il y a des gens qui sont abonnés à des PME. Mais derrière ceux qui refusent de s'abonner, c'est l'État qui prend l'argent du contribuable pour apporter des solutions parce que, après tout, on ne peut pas laisser la ville sale. Donc, le côté financier posait des problèmes. Et il est réglé, ce côté? Oui, bien sûr. Vous allez poser votre question. Allez-y. Si vous voulez que je réponde à cela, tant mieux. Allez-y. Voilà. Oui, troisième élément donc. Troisième élément, c'est un peu l'aspect professionnalisation des PME. On voyait beaucoup d'entités qui sont dans nos quartiers, dans nos communes, on les appelle PME. Mais la question qui se pose aujourd'hui, on devient PME à partir de quels critères? Il fallait définir cela en amont. Est-ce que c'est avec quel outil, avec quel statut? Quel mécanisme? Quel mécanisme? Mais aujourd'hui, vous voyez dans les quartiers, Mamadou Moussa qui a un tricycle ou deux, il s'est fait appeler PME. Donc, il y avait cette question de structuration des PME. Ensuite, il y a la gouvernance opérationnelle, qui constitue un vrai goût d'étranglement. Vous avez les PME qui ramassent les ordures, qui envoient au niveau des zones de tri. Des zones de tri, les camions alloués au niveau des communes sont censés normalement récupérer les ordures et les envoyer à la décharge. Est-ce que le nombre de rotations était respecté? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé une solution. Il fallait mettre des GPS sur l'ensemble des camions pour que la rotation se fasse de manière continue normale. Parce qu'il y avait par endroit le vol de carburant, parfois même des vols de pneus au niveau de certains camions. Donc, au niveau de la question opérationnelle, nous sommes en train de trouver des solutions. Mais tout cela repose sur un dénominateur commun. C'est la gouvernance citoyenne. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Quels que soient les efforts que l'État mettra sur le terrain, quels que soient les efforts que le partenaire de développement va engager, si les gens ne sont pas éduqués, si les gens ne sont pas disciplinés, ne sont pas sensibilisés, c'est peine perdue. Notre gros problème, déjà, pas seulement en Guinée, ça c'est la plupart des pays sous-développés, les gros problèmes que nous avons, les défis à relever, c'est la discipline. Et aujourd'hui, disons, alhamdoulilah, avec Dieu merci, avec la fermeté et mise en place depuis l'avènement du président Mamadi Doumbouya, on voit que les populations commencent à adhérer. Quelque part, c'est un défi énorme, c'est un travail de tous les jours. Vous savez, l'incivisme, le manque d'éducation, depuis une trentaine, vingtaine d'années, ça a tellement été toléré que finalement c'est devenu une norme sociale. Tout le monde va. Aujourd'hui, vous êtes arrêté au bord de la route, vous allez voir quelqu'un qui viendra prendre une bouteille d'eau, va jeter, comme tout le monde le fait. Ou bien quelqu'un qui est dans son véhicule, il descend là. Qui êtes-vous pour dire à la personne, ramassez? La société a toléré. Donc, le nombre de temps que ce comportement prend, il nous faut encore pratiquement les mêmes années. Mais est-ce qu'on va se dire non, pendant 20 ans, nos populations ont été abandonnées à elles-mêmes, il faut encore 20 ans pour revenir à la normale? Non. C'est pour cela qu'on sensibilise, on éduque, mais derrière, il y a la répression. D'accord. Oui, question Amara Kamara.
Monsieur le ministre, à vous entendre, on a l'impression que vous conjuguez tout au passé. Alors que la réalité est là, la ville est encore sale, elle n'est pas sortie du tout de l'auberge par rapport à cette situation d'insalubrité. Concrètement, qu'est-ce qui a été mené depuis que vous êtes à la tête de ces parents comme action phare et qui a apporté quelque chose, un impact positif? Quelque chose de nouveau. Je vous ai dit à la Au-delà des textes, hein, parce que vous avez énuméré des textes qui ont été rédigés, mais des actions sur le terrain. Je vous ai dit à la base qu'on était confronté à un certain nombre de défis. L'aspect institutionnel qui a été réglé, et ensuite il y a le mécanisme de financement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un audit. Lorsque l'administration, c'est la continuité. À la base, tous ces secteurs étaient éparpillés. Mais aujourd'hui, c'est chez nous. On a fait un audit pour comprendre exactement où se situent les goulots d'étranglement. Et c'est ce que je viens de vous dessiner. Le financement, la gouvernance citoyenne, la sectorisation, le côté opérationnel, mais aussi à la fin, la gouvernance numérique. Donc quand je prends l'audit a relevé plusieurs dysfonctionnements. Le premier, c'est qu'on se rend compte que ce sont les mairies qui choisissent les PME. C'est elles qui sont en charge de la question de l'assainissement. Le ministère met en place la politique, et cette politique, elle est, disons, menée sur le terrain par les collectivités. La politique, elle existe. Quand on a fait l'audit au niveau des communes, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, effectivement, qu'on a crié à des défis, il y a eu un découpage administratif. Oui. Bien avant ce découpage, on avait 5 communes. Et les PME étaient répartis entre les 5 communes. Sauf qu'avec le découpage administratif qui nous a conduit à 13 communes, ça n'a pas suivi en termes d'impact sur le terrain. D'où, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des communes, il y a des quartiers qui n'ont pas de PME. Parce que, à la base, si la PME initialement travaillait dans la commune de Lambaye, d'abord dans la commune de Ratoma, aujourd'hui, Lambaye se retrouve en commune. Comme une commune. Donc, ça a créé une certaine perturbation. Symphonia, pareil. oui. Et deuxièmement, c'est les critères de choix de ces PME. Quand on a évalué un peu ce qu'ils ont comme moyens, des zones sont confiées à des PME dont la capacité est suffisamment en deçà des tonnes d'ordures produites par les ménages au niveau des quartiers. Si vous avez une PME qui a 2 tricycles ou 3, dans un quartier qui produit, ou dans 3 quartiers qui produisent, disons, 80 tonnes d'ordures par jour, alors qu'un tricycle ne peut ramasser que 2 tonnes ou 3 tonnes s'il fait énormément de boulot par jour. Et des fois. Des fois. Donc vous avez maintenant dans le quartier, vous avez 100 tonnes d'ordures par jour. Les PME qui sont censées gérer ces quartiers où il y a des abonnés, on se rend compte que les PME ne peuvent transporter que pratiquement 4 tonnes ou 8 tonnes. Alors c'est normal que les ordures se retrouvent dans la nature parce que les ménages n'ont pas d'autre choix s'ils ne trouvent pas de PME. Alors, au nombre des goulots d'étranglement que vous avez énumérés, vous avez parlé des questions financières. L'argent est le nerf de la guerre. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que cette question est réglée déjà? Vous avez les moyens suffisamment pour faire face à l'assainissement? On a été nommé pour ça. C'est pour trouver les solutions aux problèmes qui sont dans la cité. Et je pense que, effectivement, oui, la question financière, nous sommes en train de travailler. On a déjà plusieurs pistes et qui sont très importantes, à savoir la question de financement avant reposait sur la contribution, une subvention de l'État, uniquement de l'État. Vous avez des PME aujourd'hui qui sont dans la cité. Le taux de pénétration en termes d'abonnement, si je ne me trompe, c'est aux alentours de 20%. Dans la Conakry, vous avez 3 millions d'habitants, il n'y a que 20 à 25% qui sont abonnés. Les 85%, les ordures, les 3000 tonnes d'ordures produites par jour, si vous prélevez 25%, il vous reste peut-être 2500 tonnes. Les 2500 tonnes, ce sont les subventions de l'État qui permettent de ramasser ces ordures. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, quelle que soit l'intensification de la sensibilisation, qui doit permettre aux ménages de s'abonner. Mais revenons un peu en arrière. Nous avons des produits sociaux qui sont à notre disposition tous les jours. Et l'assainissement, c'est un travail social. Nous avons l'eau, nous avons l'électricité. Moi, j'ai géré le département d'énergie pendant au moins 18 mois.
Comme à l'instar des autres pays où le mécanisme, ils ont essayé plusieurs mécanismes de financement, nous nous sommes dit qu'il faut bâtir un financement autour de l'électricité, de l'eau, de la CFU, mais aussi d'autres taxes. Mais ce qui est plausible aujourd'hui, ce qu'on a sous la main, après tout calcul, c'est la facture d'électricité et la facture d'eau. Et c'est très avantageux d'ailleurs pour les ménages, parce que vous avez 20% des ménages qui sont abonnés, qui payent un montant, qui varie entre 50 à 150 000, alors que si on dispatche 150 à 150 000, donc tout le monde ne paye pas, l'État paye pour les autres. Maintenant, en adossant ça sur la facture d'électricité, au lieu de payer 50 000 à 100 000, ça va être moins que ça. Les études, nous sommes sur la base de 15 à 20 000 francs guinéens par ménage. Les industriels vont payer plus par cher. mois. Par mois. Donc ça permettra d'avoir une manne suffisante qui va amener désormais, il n'y aura plus d'abonnement des PME dans les communes. La mesure est déjà entrée en vigueur? En janvier 2026. Très bien. Alors, pour avancer, l'autre facteur de blocage dans l'assainissement, notamment de Conakry, même si vous n'êtes pas que ministre de Conakry, on va aborder le cas des autres préfectures ou régions, mais à Conakry, c'est surtout l'affaire des dépotoirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est envisagé pour sortir ce dépotoir de Conakry pour que vraiment les ordures puissent être mieux séparées, la décharge? Je récupère un peu deux bouts de phrase dans votre communication. À l'intérieur du pays, déjà, c'est une action qu'on a posée avec monsieur le secrétaire général et le DG de l'AMSP. Dès que nous sommes venus, on a nommé les responsables préfectoraux de l'AMSP. D'accord. Pour que, au moins, c'est déjà décentralisé maintenant dans l'aspect. La politique puisse, disons, c'est l'ensemble de la population, c'est pas seulement que Conakry. Ça, c'est entre parenthèses. Oui, au niveau de la minière, c'est vrai que c'est un sérieux problème. Nous en sommes conscients. Et c'est l'occasion de remercier monsieur le Premier ministre qui s'est énormément battu et qui nous a accompagnés dans ce processus. C'est que nous avons aujourd'hui un financement de 110 millions d'euros. Il y a 20 millions donnés par l'Union européenne et 50 millions par l'AFD. C'est le transfert de la décharge à Baritodé. Et il y a à peine 3 semaines... Baritodé, c'est où? C'est à Kouria. Il y a à peine 3 semaines, nous avons signé le démarrage des études par Actilia. Le financement est acquis. Les travaux, on démarre les travaux d'études, donc l'étude d'impact environnemental, parce qu'il faut éviter ce qui se passe aujourd'hui à la minière. On va transférer au niveau de, comment on appelle, de Baritodé, oui. Mais dans 15 ans, dans 30 ans, la démographie peut aussi se déplacer vers cette zone. Donc, il faut faire une étude d'impact environnemental sur 50 ans. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait en ce moment avant le démarrage effectif des travaux. Donc, on vous assure que la minière sera complètement délocalisée. Et si les gens fuient aujourd'hui la minière, si vous avez les moyens, je vous le conseille déjà, commencez à chercher un endroit au niveau de la minière, la chose de la décharge, parce que ce sera l'un des endroits les plus beaux du Conakry. Les plus prisés. Parce que c'est la crête. Voilà. Ouais. Maintenant, on vous a vu, là, si vous permettez, on vous a vu rencontrer les délégations spéciales, quelques chefs de quartier. C'était pour quelle fin concrètement? De quoi a-t-il été question au cours de ces différentes rencontres, monsieur le ministre? C'est la question de la responsabilité. Il faut que c'est elles qui gèrent. Elles ont des compétences qui ont été transférées. C'est une bataille de longue haleine. Depuis des années, les administrateurs locaux ont demandé à ce qu'on puisse les transférer les compétences qui leur sont dévolues. C'est ce que l'État a fait. Donc c'était de mettre face à leurs responsabilités. Tout à fait. Vous avez demandé de vous le transférer, on vous a transféré. Mais faites ce que vous en faites. Mais est-ce que les moyens sont transférés aussi? Les moyens sont, voilà. En fait, on le dit souvent, certes l'assainissement, ça demande des moyens, mais le premier sacrifice, le premier levier qui nous permet un rapport, c'est la volonté. Quand vous partez, et il est là, on a eu des échanges. Il y a des quartiers aujourd'hui où il n'y a pas de PME. Les PME, quand il n'y a pas de PME, c'est le premier client, le premier œil du citoyen, du représentant de l'État, c'est le chef de secteur. Donc s'il y a un secteur qui est sale, le chef de secteur est appelé, amené à... le premier à être interpellé. Ensuite, il informe le chef de quartier, la commune. Donc on a mis, quand vous appelez, quand on a commencé à faire l'audit,
les maires nous ont dit, ah, nous avons une difficile collaboration, parfois des remontées d'informations avec nos chefs de secteur et nos chefs de quartier. Donc nous nous sommes dit, voilà, les uns accusant les autres, le mieux, c'est de regrouper tout le monde. Et les chefs de quartier aussi disaient que souvent des PME sont choisis pour leur quartier sans être associés. Donc, le parachute. Effectivement. Donc, il fallait mettre tout le monde dans une salle et mettre les gens en face de responsabilité. C'est ce qui a été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en cours qui permet l'élaboration des contrats de performance au niveau entre chefs de secteur, chefs de quartier, maire en ASP, gouvernorat et ensuite le département. Je pense qu'il y a de l'espoir au niveau de l'assainissement. Si nous revenons, vous disiez à l'entame de vos propos que l'assainissement ne peut pas aller sans eau. Quel est l'état des lieux aujourd'hui par rapport à la fourniture d'eau aux Guinéens? Et aussi pour les ordures, j'aime souvent le dire. C'est le blanc qui a trouvé le nom des ordures. Ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'or qui dure. L'or qui dure, c'est ça. D'accord. Les ordures, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut les valoriser, ça. Il faut les valoriser, c'est tout. Il faut faire le tri d'abord, après... Aujourd'hui, ici, il y a des unités industrielles. Dans 6 mois, c'est le planning, il y aura le premier la transformation. La transformation. Je suis persuadé que quand on vous fait une offre pour même superviser les travailleurs d'une unité de transformation, vous allez abandonner ce métier parce que ça sera un métier rentable. Très rentable. Tout à fait. Il y avait une politique par le passé où on demandait aux citoyens de sortir les ordures au bord des routes. On voit ces derniers temps des endroits, des points de regroupement, c'est fixe, il y a toujours un panneau, interdiction formelle de déposer les ordures prochainement. Qu'est-ce qui a été fait pour changer cette donne? Et si des endroits n'ont pas de PME, comment ils font? L'idée, c'est, nous partons sur l'assainissement total. À la base du volet insalubrité, il faut que ça soit un assainissement qui est piloté d'abord par la communauté. L'État vient après. Les ordures, c'est chez nous à la maison. C'est nous qui prenons, on déverse. Donc, c'est vrai, vous avez posé la question que il y a eu chaque fois des week-ends d'assainissement, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, quoi qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on implique les populations. On n'a pas de choix. Ce qui fait que il y a des zones, les zones de tri sont connues, les PME sont connues. Si dans un quartier, il n'y a pas de PME, il est du devoir du citoyen d'aller se plaindre sur le chef de quartier. Si ça ne fonctionne pas, il vient voir. Parce que c'est difficile de cohabiter avec les ordures à la maison. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que ce qu'on a fait. Nous sommes aujourd'hui en train de voir dans les communes, dans les quartiers où il y a des problèmes pour chercher des parrains. Il faut que des associations, des jeunes leaders, des quartiers puissent parrainer pour que les difficultés rencontrées par les populations, traitées par les chefs de quartier, les chefs de secteur, qui n'ont pas d'issue, que ces parrains soient les relais directs de l'ANSP, du ministère, pour que nous puissions avoir une attache directe avec, à la fois, le côté décentralisé, qui sont les maires, les chefs de quartier, les chefs de secteur, mais aussi un autre regard citoyen qui nous remonte les informations dans le cadre de la résolution de chaque problème identifié au sein du quartier. Est-ce que vous n'êtes pas aller vite sur la répression par rapport à cela, quand on sait que les habitudes, vous-même l'avez dit tout à l'heure, ont la peau dure, est-ce qu'il ne fallait pas donner assez de temps pour la sensibilisation qu'est d'aller rapidement, qu'est d'aller avec les deux en même temps? Sensibilisation, répression. En condition, on finit cette émission, sortez d'ici, posez un papier par terre, vous irez en prison. Point barre. Le temps de la sensibilisation ne s'arrêtera pas. Mais aujourd'hui, le grand frère a posé une question tout à l'heure. Ouais. Les actions doivent être concomitantes et simultanées. Il faut éduquer, il faut chercher le financement, il faut réaliser des infrastructures, il faut ramasser, il faut nettoyer, il faut sensibiliser au même moment. En même temps, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. On ne va pas dire qu'il faut attendre, après avoir effectué tout ça, qu'on va essayer de sanctionner. Non, ça va de pair. Il faut que la conscience soit là. La question d'eau potable, allons à l'eau maintenant. Monsieur le ministre. Quel est l'état des lieux par rapport à la fourniture d'eau potable? Surtout que vous avez été directeur général de la SEG. Tout à fait. Ouais. Bon, la question d'eau, je pense qu'il y a plusieurs réformes. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer toujours la direction générale de la SEG qui est là. Département avec l'appui des acteurs. C'est le lieu
de le dire haut et fort. Depuis 1958, je pense que Yesoulou, c'est la grande station d'eau aujourd'hui qui a une bande qu'on a créée, avec une capacité de 160 000 mètres cubes d'eau par jour. Vous êtes très familier aux chiffres, hein? Bien sûr, avec la gouvernance actuelle, nous avons réussi. C'était un pari qui était difficile. En 2011, on a tenté, ça n'a pas fonctionné. En 2012, ça n'a pas fonctionné. En 2017, ça n'a pas fonctionné. Mais en 2025, on a réussi à boucler le financement du 4e projet eau. Ça veut dire que depuis l'indépendance, on a 160 mètres cubes d'eau disponibles sur tout le réseau national. Et en l'espace de 3 ans, on a réussi, ça fait 160 000, on a réussi à boucler le financement de 200 000 mètres cubes d'eau. Les Guinéens doivent s'en féliciter par rapport à ça. Le chef de l'État était très clair. Le social prime sur l'ensemble des activités et des actions que le gouvernement doit porter. Ouais. Et la question de l'eau a été au centre de sa préoccupation. D'où le bouclage de ce projet. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, toujours dans le secteur de l'eau, ce qu'on a réussi à faire, le code de l'eau, c'était un code vétuste. Depuis 2010, c'était le même code. On a réussi à mettre en place un nouveau code de l'eau. Il faut s'en féliciter, qui permettra au fonds hydraulique de générer davantage de ressources pour accompagner et entretenir les infrastructures hydrauliques. Et l'autre côté, c'était la question de la politique de tarification, qui était une exigence pour boucler le financement. Ça a été difficile, mais on a réussi quand même. Cette question, elle est réglée. Elle est réglée un modèle financier. Et ce qu'il faut ajouter à cela, en 2025, on a réussi avec la SEG à reprendre les infrastructures de 11 sites. Lesquels? Quelques-uns. Toutes les villes de la Moyenne-Guinée et de la Guinée forestière. C'est ça. Ont été complètement remises en état. Non, ont été remises en état. C'est des infrastructures vétustes qui datent de 30 ans. Donc, et qui étaient en sous-capacité. Donc, avec la SEG, on a réussi à reprendre, et l'accompagnement de l'AFD, c'était un prêt, on a réussi à, le chef d'État donne des instructions. En attendant de réaliser de nouvelles infrastructures, c'est l'existant, il faut l'entretenir. Donc, on a réhabilité l'ensemble des infrastructures de la Moyenne-Guinée, mais aussi de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Vous entendez dans ces deux régions naturelles, l'eau est au robinet maintenant? Tout à fait. D'accord. Et toutes ces préfectures? Si, non, dans la région de la Moyenne-Guinée, là où ça a été réhabilité, si, il y a des préfectures qui n'avaient pas d'eau. C'est Beila, c'est Koubia et Fria. Il y en a maintenant. Ces préfectures n'ont jamais connu une installation de la SEG depuis 1958. Et cette année, nous avons réussi avec la BIDC, avec la SEG, à trouver le financement de 40 millions d'euros. Les travaux même sont en cours, en phase actuellement. Donc, Fria aura de l'eau. Koubia était lié à l'usine, par l'usine, voilà. Koubia, qui n'a jamais connu de goutte d'eau, c'est pareil, et Beila. Donc, ça, c'est au niveau de la SEG. Autre acquis, toujours avec la SEG, la Société des eaux de Guinée. Le SNAP, oui. Le SNAP, le service d'aménagement des points d'eau. C'est ça. Ouais. Et le SNAP a réalisé cette année plusieurs points d'eau. 648 à peu près. Pour une population estimée à 294 000 personnes. Quelles étaient les localités? Donc, on a cette fois-ci, la politique a été très claire. Ça a été demandé d'équilibrer. Avec les régions naturelles. Avec les régions. Donc, c'est 648 points d'eau. Il faut les répartir entre les régions naturelles. La Guinée forestière, la Guinée maritime, la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Il peut arriver que la demande soit forte dans une région plus qu'une autre, puisque déjà il y a l'adduction d'eau dans certaines préfectures de la Moyenne-Guinée et de la Guinée forestière. Si on dit qu'il faut aller sur le principe d'équilibrisme, est-ce que des localités qui ne sont pas pourvues ne peuvent pas souffrir? Non. Et ça, c'est réglé par le fonds hydraulique. C'est-à-dire que le fonds hydraulique, ça veut dire que le SNAP fait un travail d'équilibre régional permettant à l'ensemble des Guinéens. Les besoins c'est les mêmes partout. Maintenant, derrière, s'il y a une ville avec la question démographique, les déplacements des gens, c'est normal. Il y a plus de personnes à Sigiri qu'à Koubia. Il y a plus de personnes à Labé, à Lelouma, Mamou qu'à Lelouma. Les gens de Lelouma, ils sont là dans la salle ici, ils sont tous venus à Conakry. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus à Conakry? Oui, ils sont là. Il n'y a pas d'eau là-bas. Non, moi, j'ai pas dit ça. Non, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Lelouma est une ville qui a bénéficié d'une nouvelle infrastructure. Je veux dire que partout où il y a un déficit qui n'est pas comblé par le SNAP, à la demande des populations, c'est là où le fonds hydraulique
intervient à travers les devances qu'il perçoit et va réaliser des forages sur la demande de X ou Y selon les normes établies. Maintenant, allez-y sur Non, je vous ai entendu parler du bouclage du 4e projet eau. Maintenant, parallèlement, on parle aussi du projet PAEG, projet eau et assainissement qui serait... C'est ça. On fait tellement que le nom 4e projet eau, on se posait, même les gens de la STEC ont pensé que le nom était maudit. À chaque fois, on dit 4e projet eau. Depuis 20 ans, on en parle, ça ne va pas. Donc, on s'est dit, bon, changeons le nom, on va voir. Non. Donc, cette fois-ci, l'avantage, c'est que 4e projet eau n'incluait pas le volet assainissement. Cette fois-ci, c'était seulement l'infrastructure hydraulique d'eau. Mais cette fois-ci, avec les partenaires, on a travaillé, les autorités compétentes, plus le gouvernement, on a dit non, il faut que ça soit eau et assainissement. Donc, le montant, c'est 648 millions de dollars. Il n'y a jamais eu un projet d'infrastructure dédié à l'aspect social dans notre pays. Si vous en connaissez, dites-le moi. Mais ce pari est gagné par le chef de l'État. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. 648 millions d'euros avec 20 millions pour l'assainissement. Est-ce que la mise en œuvre de ce projet permettra de bloquer un peu la réalisation des forages qui foisonnent quand même à Conakry? Parce que là, c'est un autre problème. Hein? Bien sûr, les gens n'ont pas souvent d'alternative, font recours à des forages domestiques parce qu'il n'y a pas d'eau en quantité. Mais le besoin à Conakry, c'est à peu près 400 000. Donc aujourd'hui, vous avez 160 000, vous avez plus de 200 000 supplémentaires. Et c'est ce matin d'ailleurs, non, la semaine dernière que j'ai signé la phase 2 du Grand Conakry. On va avoir 200 000 mètres cubes d'eau et ensuite un autre 200 000 mètres cubes d'eau. Sur quelle période on va avoir 200 000? Environ 2026, 2027? Non, c'est un peu 36 mois les projets. D'accord. C'est 36 mois. La phase, déjà les études sont terminées pour la première phase. La première phase, ça ne fera pas 36 mois, ce sera moins que cela. Mais pour la deuxième phase, ça pourra aller au-delà parce que il faut savoir qu'il faut que la première phase débute à un certain niveau pour lancer la seconde phase. Le plus souvent, la Guinée tarde dans l'absorption, a des problèmes d'absorption. Qu'est-ce qui va prouver que cette fois-ci, on va avoir un fort taux d'absorption pour que le projet soit effectivement concrétisé au bout de 3 ans? Je pense que la question d'absorption a été réglée en amont depuis un certain temps. Antérieurement, il y avait des conditionnalités quand le pays, la notation, mais aussi le côté risque est élevé, ça fait que les bailleurs de fonds deviennent très exigeants. Mais depuis 4 ans, notre pays va vers un sérieux dans le développement avec des exigences, avec des outils qui permettent aujourd'hui aux bailleurs de fonds de dire, bon, levons un peu ces restrictions parce que la Guinée est sur de bons chemins. Ce qui fait que le taux d'absorption actuel, quand vous prenez ces 3 dernières années, est très élevé, contrairement aux 10 dernières années que nous avons connues. Donc ça me pose pas de problème. C'est les conséquences de la gouvernance mise en place. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bien sûr. Aboubakar Kamara, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Intéressons-nous maintenant aux hydrocarbures. D'abord, on n'a pas fini avec l'eau. L'eau, c'est important de l'appeler. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez rappeler? Deux éléments importants. Allez-y, oui. Il y a eu une réhabilitation historique de la vocation, disons, hydrique de la Guinée. À quel niveau? C'était la question de l'EMVS et de l'EMVG. On dit que nous sommes le château de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Sauf que derrière, la Guinée n'avait ne bénéficiait de rien par rapport à cela. Mais l'année dernière, cette année, disons, on a réussi quand même à créer, à redynamiser le MVS. Vous avez vu, il y a eu la dernière session en Guinée cette année. Oui. Nous prévoyons encore lancer le mouvement des jeunes à travers le MVS en janvier 2026. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Oui. Côté de l'OMVG, c'est la question de la Suez-Start aussi. Pour une première fois, la Guinée va abriter le siège d'institutions sous-régionales. Vous avez la Suez-Start qui est déjà installée en Guinée depuis 4 mois à travers, disons, l'OMVG. Mais aussi, vous avez, l'autre côté, la question de le centre régional de l'eau ouest-africaine qui était basé au Nigeria, qui revient en Guinée. Quel est l'avantage d'abriter ces sièges? On est le château d'eau.
vous êtes le responsable du bassin hydrogéologique de la sous-région. Plusieurs cours d'eau de la sous-région prennent leur naissance en Guinée. Chez vous. Mais vous n'avez pas un siège, vous n'habitez même pas des fonctionnaires qui travaillent sur ce volet. Donc on a dit non, il faut réhabiliter la Guinée dans son droit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir deux sièges à vocation internationale, mais qui vont aussi créer de l'emploi. Donc c'était important de... Oui, on peut aborder la question liée au gaz butane. C'est vrai, on est en train de construire une usine de fabrication et de requalification des bouteilles du côté de Konta dans Forcaria. Est-ce que les travaux avancent? Comment se situe aujourd'hui l'usine? Non, c'est fini. C'est bon? L'usine, c'est terminé. L'usine, c'est pas délivré, mais la réalisation, tout le travail, tout le matériel. Vous avez été? Oui. Normalement, d'ailleurs, on a prévu l'inauguration le 23 décembre. Mais avec des questions d'agenda, on est en train de voir monsieur le secrétaire général sera sur le terrain avec monsieur le premier ministre et le docteur du Fongaz pour lancer officiellement l'usine. Mais aujourd'hui, l'usine travaille. C'est une usine qui va créer suffisamment d'emplois. Mais l'autre côté, qui va permettre à ce que la question environnementale soit protégée. La coupe abusive de bois. Tout à fait. Quand on constate l'alternative est trouvée. Vous dites? L'alternative est trouvée avec l'usine. L'usine va produire 1 million de bouteilles. Et c'est pas seulement que la Guinée d'ailleurs. C'est la deuxième usine la plus grosse de l'Afrique. Après celle du Nigeria. 1 million pour combien de temps? Chaque année, 1 million de bouteilles. Et qui peut, la capacité peut s'accroître. C'est ça. Ça peut, il peut y avoir une extension. Bien sûr. Tout a été prévu. Et je vous donne les taux aujourd'hui en termes de tonnes. Allez-y. L'année dernière, c'était 6519 tonnes de gaz. Importé. Cette année, on est à 8000. On n'est même pas encore en fin d'année, 8500. Ça veut dire que la sensibilisation menée par l'équipe dirigeante de Fabgaz, à la Direction nationale des hydrocarbures, commence à porter fruit. Les ménages comprennent les conséquences de la déforestation, mais aussi l'avantage de la préparation du gaz butane. C'est hygiénique, c'est rapide, et voilà, ça permet aussi... Est-ce que vous étiez satisfait du travail fait là-bas, en tant que chef du département? Très satisfait. C'est un travail sérieux, et ça a pris du temps. On connaît les difficultés traversées par l'actuelle direction pour nous permettre de sortir de terre cette infrastructure. On vous dit que c'est la deuxième en Afrique, donc c'est normal que puisse avoir des difficultés au départ. Mais aujourd'hui, il faut s'en féliciter, il faut être fier du travail que cette équipe a eu à mener sous l'impulsion du département, mais aussi avec l'accompagnement du gouvernement et de l'ensemble des acteurs. Je voudrais que monsieur le ministre dise un mot sur les produits pétroliers aussi, le dépôt central. Il y a beaucoup, on sait que c'est une question, souvent aujourd'hui on voit parfois par endroit, on parle de pénurie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que la SONAP ne gère pas la distribution. La SONAP n'est pas marketeur. La SONAP envoie, importe, et il y a des marketeurs qui distribuent. D'accord. Et ce qui fait que par endroit, si vous venez, vous envoyez 200 citernes, vous dites que les citernes doivent aller à Sigiri, et vous les envoyez à Farana, forcément il peut y avoir un manque à gagner. Mais en ce qui concerne les dépôts, je peux vous rassurer que, au-delà des études et des travaux qui sont en cours, ce travail, cette difficulté ne sera qu'un lointain souvenir au plus tard dans les 6 mois qui suivent. À présent, Amara Kamara, on va se tourner vers la régie pour reprendre quelques questions des citoyens. Ousmane Keita, Conakry, monsieur le ministre de l'Hydraulique, pouvez-vous nous faire le point sur le niveau d'avancement de la délocalisation du dépôt d'ordures de Dar es Salaam? Par ailleurs, qu'en est-il du sort des personnes interpellées pour avoir jeté des ordures dans les endroits inappropriés? Peut-être que la première partie de la question a été abordée très rapidement. La deuxième partie. La deuxième partie, c'est très simple. On a dit que quand on prend quelqu'un... Vous avez pris l'exemple sur moi tout à l'heure. Ça, on prend quelqu'un qui ne veut pas respecter l'environnement, quand on te prend... On en prend tous les jours. Même aujourd'hui, hier nuit, on a pris 26 personnes. 26 personnes. Ils payent un montant de 5 millions comme amende. Et il y a des travaux d'intérêt public. On les envoie dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les marchés. Ils font 3 jours en train de nettoyer. On les donne à manger. Ils dorment. Après 3 jours, on les libère. Et ces gens-là servent d'exemple dans la cité. Donc, monsieur Ousmane Keita, prière de sensibiliser vos familles dans vos quartiers. C'est bien de Madame les enfants, c'est très bien de poser une telle question. Mais nous ne souhaitons pas un jour qu'un Keita
se retrouvent face à la police, la répression liée à l'insécurité. Surtout que les Keita sont moi mes oncles. Tout à fait. Oui, deuxième question, la régie. La deuxième question est de Fanta Condé, toujours de Conakry. Pourquoi les pénuries d'eau persistent malgré les investissements annoncés? On est très clair. Nous avons réhabilité des sites. Nous avons... Est-ce que les conduits d'eau aussi ont été réhabilités? Nous avons Parce qu'il y a beaucoup de déperditions. 11 sites à l'intérieur. La SEG est là. Des montants que nous souhaitons engager pour l'entretien des infrastructures à l'état actuel. Elles sont vétustes. Donc il y a eu la réparation des fuites. Pourquoi à date ça persiste? Parce que les travaux qui permettent d'obtenir cette eau en abondance ne sont pas encore terminés. À maturité et terminés. Une fois que les 200 mètres cubes vont commencer à gérer la Conakry, fondamentalement, les gens auront de l'eau. Et à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays, il y a un modèle financier que nous sommes en train aujourd'hui de voir. L'un des gros problèmes que les gens doivent comprendre dans la question de l'eau, elle est là. L'eau est subventionnée à outrance. Et ce qui fait que le prix actuel de l'eau, vous voyez, les gens vont acheter le bidon de 20 litres à 500 francs par endroit, voire 1000 francs. Vous savez, la SEC vend 20 bidons de 20 litres, 20 bidons de 20 litres d'eau. Le mètre cube à combien? Quand on calcule le tarif actuel, c'est 17 francs. 17 francs. 17 francs le mètre cube. C'est pour cela qu'on a travaillé, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier le peuple de Guinée par rapport à cette acceptation. On a réajusté le tarif pour permettre d'attirer les investisseurs, mais aussi d'entretenir l'existant. Parce que c'est bien vrai qu'on va construire 200, on va investir 640 millions d'euros. Mais si on n'a pas les moyens de les entretenir, qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver dans le même schéma. C'est pour cela, bien avant, c'était une exigence, c'était d'abord un travail de fond qu'il fallait faire avec la SEG, voir la qualification, réajuster, pour que les investissements puissent être protégés, puissent être réhabilités et remplacés quand cela s'avère nécessaire. Alors, la troisième question est de Moustapha Bangoura de Koloma. Quelle est la solution appropriée pour assainir Conakry, aujourd'hui considérée comme l'une des villes les plus insalubres? Quelle politique votre département envisage-t-il pour améliorer durablement la salubrité de la capitale? Quasiment, c'est tout le contenu de l'émission. C'est ça. On a dit qu'il fallait d'abord identifier les problèmes légaux du gouvernement. Oui. C'était l'aspect institutionnel, c'est réglé. L'aspect financement, mais comme du financement en cours, en janvier 2026, c'est dans quelques jours, on va passer à une autre étape. L'aspect sectorisation. Conakry, par exemple, il parle de Conakry. Conakry, il faut diviser Conakry en 3 secteurs. C'est-à-dire en trois zones. Aujourd'hui, Al-Barak est sur une zone. Vous avez les autres qui sont gérés par les communes. Mais les marchés, Monsieur le secrétaire général a eu une idée ingénieuse avec l'ensemble des parties prenantes, le conseil économique qui sont allés à l'étranger pour faire du benchmarking. L'objectif aujourd'hui, qui rend Conakry très sale, ce sont les abords des marchés, si vous constatez très bien. Madina, marché de Matoto, marché de... L'idée, c'est de quoi? C'est de trouver des entreprises professionnelles qui vont gérer d'abord les marchés. Il faut enlever ça dans les mains des collectivités. Que les entreprises puissent gérer, mais en état de collaboration avec les collectivités. Donc, on parlait qu'il y a une question de sectorisation, il y a l'aspect professionnalisation des PME. Il faut les professionnaliser, il faut renforcer leurs capacités et les rendre plus forts afin qu'ils puissent atteindre les objectifs. Il y a l'économie circulaire. Il faut créer la chaîne de valeur. Il faut transformer ce qui est produit. Si aujourd'hui, vous partez dans certains pays, la plupart des tables bancs sont faites en plastique. On investit ici. Regarde le boom immobilier qu'il y a. Rares sont ceux qui utilisent les galettes écologiques. Pourtant, c'est à base de plastique ailleurs que ça se fait. Vous avez des routes à Conakry à cause de la nature du sol. Chaque année, les TP sont obligés de reprendre. Et c'est des milliards qu'on ceux qui sont partis au Maroc, il y a beaucoup de rues qui sont faites en pavé. C'est à cause du climat et de la température. Donc, sur ce volet, il faut créer l'économie circulaire. Il y a aussi la gouvernance citoyenne dont on a parlé. Vous insistez là-dessus. Hein? On insiste là-dessus. Ouais. Il faut sensibiliser, il faut éduquer. Il faut qu'on arrête la banalisation de l'incivisme. D'accord. Pour clôturer. Ouais, sur cette question. Monsieur Moustapha Bangoura, c'est Bangoura qui pose des questions comme ça. Les premières et deuxièmes causes de consultation dans nos formations sanitaires,
sont liées à des maladies dont on a insidieusement caché les noms. Vous deux assis ici, vous êtes des aînés, vous êtes des grands frères. Mais quand vous partez à l'hôpital au hasard, on fait vos examens, on trouvera quelques gouttes de palu. Ouais. Et la fièvre typhoïde, n'en parlons pas. La palu et les maladies hydriques. Qui d'entre vous n'a pas fait la fièvre typhoïde? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais quand vous êtes allé, M. Condé, à l'hôpital, quand vous avez senti des douleurs, des gargouillements, vous partez à l'hôpital, on a fait l'examen. Le diagnostic, qu'est-ce que le médecin vous a dit? Vous souffrez de quoi? De fièvre? Oui. Il vous a aménagé. En réalité, il devrait dire tout simplement, vous êtes malade parce que vous êtes sale. Je l'ai absolument pas voulu. Vous voulez aménager les gens, on dit vous faites du palu. En réalité, le paludisme, c'est dû à quoi? C'est l'insalubrité, c'est les moustiques. Oui, les moustiques. Un endroit propre pour les moustiques. Et l'État investit énormément d'argent dans l'achat de médicaments essentiels. La fièvre typhoïde, c'est quoi? C'est la maladie des mains sales. C'est quand on est sale qu'on attrape. Ou soit on prend quelque chose qui n'est pas propre. Donc c'est pour vous dire que si on résout la question de salubrité, et nous sommes déterminés à résoudre ça. Le chef de l'État était très clair. Il nous a donné un délai. D'accord. Et ce délai-là, nous allons le respecter. Inch'Allah. On dit 3 mois, hein? 3 mois pour trouver l'architecture. Ouais. Déjà, on est en avance. Ouais. Le fait de voir les œuvres actuellement sur le terrain, c'est normal. D'accord. Parce que nous sommes en train de travailler avec des unités, des partenaires qui vont venir installer des unités de transformation des ordures en énergie. L'une des questions qui se pose aujourd'hui, eux, ils ont des quantités demandées par jour. C'est qu'ils veulent entre 4000 et 3500 tonnes par jour pour produire 100 mégawatts. Donc, c'est bien d'engager des réformes. Mais derrière, quand on a des réformes, il faut aussi s'assurer que ceux qui viendront assainir, ceux qui auront besoin de ces sous-produits-là, parce que si on veut transformer les ordures en énergie, on veut les transformer en plastique, on veut les transformer en dette écologique. Est-ce que si tous ces projets voient le jour, ces quantités d'eau vont suffire? Non. C'est pour cela qu'on demande aux gens, on a de la stratégie de piquer, de voir là où sont ces quantités pour pouvoir avancer. Très bien. Aboubakar Kamara, l'émission est arrivée à son terme. Vous avez forcément un dernier mot avant de rendre l'antenne. Moi, je ne sais jamais de remercier le président de la République. Nous sommes 17 millions. Je le fais encore. On a 17 millions de Guinéens. Et la confiance portée à ma modeste personne pour mener ce bateau est une lourde responsabilité. Et nous l'assumons avec beaucoup de joie de vivre. C'est pas facile, mais il faut le remercier. De l'autre côté, aussi le chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de notre mission. Mais il y a ces collègues qui sont assis en face de moi. Sans eux, nous ne sommes presque rien. C'est eux qui travaillent, qui sont au four et moulin. Nous, on vient, on s'assure que... Présenter les résultats. Tout à fait. On s'assure que ça se passe normalement selon les directives reçues de la haute autorité. C'est l'occasion de remercier l'ensemble des cadres du département. Ceux d'abord avec qui j'étais à l'énergie, mais aujourd'hui avec l'hydraulique, les hydrocarbures et l'assainissement qui viennent se rajouter là-dessus. Mais aussi les citoyens qui nous font confiance. Et ceux même aussi qui ne nous font pas confiance avec les résultats, avec les travaux réalisés et l'ensemble des progrès en cours. C'est important de leur dire merci, car nous sommes leurs ouvriers, nous sommes leurs employés. Nous sommes là, nous sommes au service de l'État. Et qui dit État, c'est l'ensemble de la population guinéenne. Aboubakar Kamara, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique. Aboubakar Kamara, merci à vous également. Merci Condé, merci Monsieur le ministre. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ça en est donc terminé. On se reprendra avec un autre ministre pour parler aussi de son département. Portez-vous bien.